Mon nom est Déborah Cher-Enfant. Je suis la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, ainsi que directrice régionale Femmes entrepreneurs pour t'aider. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On a une bonne activité autour de l'entrepreneuriat et de la diversité, avec un panel composé d'entrepreneurs, mais aussi on a la chance d'avoir un invité de l'écosystème, donc Milder Villegas, qui est le directeur général de Filaction. Parmi nos invités, nos entrepreneurs que vous voyez déjà à l'écran, on a Tracy Perrault, qui est la fondatrice de Cuisine Veloutée, ainsi que Manuel Ribeiro, qui est également le président de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, ainsi que le fondateur de Strateca International. Merci beaucoup, Manuel. Donc, très rapidement, pour vous expliquer un peu le déroulement de l'activité, parce qu'on a quand même une programmation bien détaillée, mais bien remplie pour vous aujourd'hui. On va commencer avec une entrevue de nos entrepreneurs pour un peu faire un retour sur l'actualité, sur la crise, mais bien évidemment sur la croissance et le développement de leur entreprise. Par la suite, on aura la chance de pouvoir échanger avec M. Villegas sur un peu un état de la situation dans le domaine de l'entrepreneuriat, particulièrement s'adressant aux personnes issues de la diversité. Et par la suite, on a une petite nouveauté. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, vous avez déjà vu à l'œuvre une activité Troïka, qu'on appelle en anglais Troïka Consulting, donc qui va nous permettre à Manuel, Tracy et moi-même d'échanger sur des enjeux, mais aussi de pouvoir solliciter nos collaborateurs et copanélistes, si on veut, sur des échanges et des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur de façon courante, mais surtout des enjeux actuels. Donc, bien hâte de découvrir parce que pour toutes les personnes au sein du panel aujourd'hui, ça va être une nouveauté. Donc, on va la découvrir ensemble avec vous, auditeurs et auditrices. Donc, on espère que vous serez encore présents avec nous sur ce Zoom. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donc officiellement souhaiter la bienvenue au sein de ce panel à Manuel et à Tracy. J'aime bien commencer les panels, surtout la crise me donne aussi une bonne excuse de parler d'avant et d'après. J'aimerais savoir où est-ce que, donc si on essaie de vous ramener au vendredi 13, qui est le début du confinement au Québec, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Et surtout, vous étiez dans quel état d'esprit? Tracy? Oui. Je pense que le vendredi 13, en plus, déjà là, on ne peut pas oublier ça, mais je crois qu'on va vraiment s'en rappeler aussi longtemps que le 11 septembre. Vendredi, c'est ça. Moi, ça commence mon week-end. En fait, moi, c'est pâtisserie service traiteur. Donc, la fin de semaine, c'est le moment le plus occupé parce que c'est pas le mardi qu'on va faire un baby shower ou un mariage. Donc, c'était ma période occupée de la fin de semaine. Puis moi, honnêtement, au départ, coronavirus, le COVID, je ne prenais pas ça assez au sérieux. Je ne me disais pas que ça allait nous toucher, ni moi. Je ne pensais pas que ça allait toucher mon entreprise. Mais lorsque le gouvernement a annoncé que les événements de 250 personnes et moins sont annulés, les courriels et les appels d'annulation ont commencé à entrer. Donc, c'est là que j'ai pris ça au sérieux et que j'ai vu que j'allais toucher. Puis moi, c'était à l'aube de ma période forte, là, l'été, saison des mariages, les camps de jour, je fais des ateliers de pâtisserie avec les jeunes. Donc, c'est la période qu'on attendait beaucoup. Puis, c'est ça. Quand j'ai commencé à voir autant que les boîtes à lunch pour les plateaux de tournage, on annule parce qu'il n'y a plus de tournage. Tout le monde qui avait des réservations dans les restaurants, les salles de réception, tout le monde annule. Tous les anniversaires, tout est annulé. Était annulé. Donc, ça a été un choc. Puis, ça m'a fait faire face à la réalité. Puis, c'est là qu'il a fallu que je prenne le temps de m'asseoir quelques minutes, mais pas trop longtemps, parce qu'en même temps, il faut réfléchir, il faut répondre. Effectivement, peut-être tout à l'heure, Tracy, tu pourras nous peut-être mettre un peu plus en contexte par rapport à ton entreprise, Cuisine Veloutée. Donc, là, tu nous parles d'événementiel. Donc, on comprend que tu nous dis c'est une pâtisserie. Donc, ça veut dire que peut-être ton modèle d'affaires était beaucoup axé sur cet aspect événementiel et non. Donc, on sait que tu as un lieu physique également. Donc, c'est peut-être aller beaucoup plus en détail sur avant la crise, comment allaient les affaires, et puis maintenant, depuis la crise, comment ça se passe. Mais on va peut-être passer le micro virtuel à Manuel pour savoir un peu où il était ce vendredi 13 et comment ça s'est passé depuis. Au fait, j'ai eu un petit heads-up parce qu'un de mes clients, c'est une compagnie qu'on appelle un Travel Management Agency. Donc, on essaye de faire une revision des enjeux stratégiques qui menacent ce type de compagnie-là. Ça fait partie de mon rôle de conseiller.
Et on avait déjà commencé à voir que dans d'autres pays, ça commençait à être fort et que les enjeux allaient être importants. Ceci dit, c'était aussi un peu minimisé. C'était comme, ça va être un peu comme le SARS ou comme le MERS. Puis, au fait, dans notre analyse stratégique, on a fait ces exercices de voir comment on croyait que ça allait se... Puis, je me souviens même d'aller être allé chercher des informations scientifiques pour savoir c'était quoi le R0 du virus, puis le taux de mortalité, pour pouvoir le comparer. Puis je me suis dit, écoutez, oui, il y a de l'inquiétude, mais peut-être il faut se calmer un peu. Parce que c'était quand même plus avancé que la majorité des gens, je veux dire. Parce que si déjà il y avait un plan stratégique autour de cet enjeu-là, c'était quand même poussé. Oui, mais honnêtement, je n'avais pas prévu que ça allait avoir des enjeux pour moi. Donc, j'ai commencé à voir ça dans certains de mes clients très touchés en première ligne, comme les voyages. Donc, oui, je me suis dit, OK, ça va être un peu dur, comme cela a été pendant quelques mois, années, quand il y a eu le SARS ou le MERS. Donc, c'est ça. C'était comme ça. Mais avant de passer la parole à Tracy pour nous expliquer un peu plus en détail son modèle d'affaires, Strateca International fait quoi, Emmanuel? Nous, on fait du conseil stratégique et de la représentation d'affaires. Donc, nous, on fait le pont surtout entre le Mexique et le Canada. Mais je suis aussi conseiller pour Innocent. Donc, on conseille les compagnies stratégiquement pour la croissance. Oui, puis on fait le lien aussi avec les venture capital, les fonds d'investissement. Donc, c'est sûr que c'était important, mais moi, honnêtement, je me suis dit, bon, oui, les compagnies de voyage, les compagnies événementielles vont en souffrir. J'en ai deux, on va travailler avec eux. Oui, tout à fait. Oui. Mais avant la crise, mettons, avant ce vendredi 13, tu tablais sur quoi? Mettons, avant ce plan stratégique? La croissance de ma compagnie. On venait d'embaucher quelqu'un en janvier. Oui. Et on avait demandé au gouvernement une autre subvention pour embaucher quelqu'un d'autre. On essayait d'embaucher des gens de la diversité. Donc, on était allé chercher une subvention du prime. Donc, on avait demandé une deuxième. On nous a dit attendez quelques mois. On s'est dit OK, parfait. Mais on avait commencé déjà à regarder. Votre plan de développement, vous embauchez du monde. 2020, c'était la croissance. Toi, Tracy? En fait, c'est ça. Le modèle d'affaires, ça a commencé Baiser Velouté, qui est le nom Inc., Cuisine Veloutée, le nom commercial. Donc, au départ, c'était que les cupcakes. Là, si on fait un petit historique rapide. Puis, au fur et à mesure, quand les gens célèbrent, ils voulaient une table à dessert complète. Donc, on a ajouté biscuits, beignes, gâteaux, etc. Donc, c'est vraiment ça le cœur de l'entreprise. Donc, c'est pour ça. Oui, je vise les particuliers, mais les particuliers font des événements. Donc, je suis intimement reliée au monde événementiel. Donc, moi, à ce moment-là, c'est ça. La période forte des mariages commençait. On sortait de la semaine de relâche, donc on venait de passer à travers une ou 2 semaines d'ateliers de pâtisserie. On accueillait les jeunes à la boutique. Notre commerce est sur le boulevard des Laurentides à Laval. Donc, on avait fait des blocs horaires, puis les parents déposaient les enfants. On leur apprend à faire des cupcakes, des biscuits, peu importe. Donc, ça avait fait un gros engouement. Puis les gens ils demandaient est-ce que vous pourriez refaire d'autres plages horaires malgré que la semaine de relâche est terminée. Donc, parce que ta place physique, excuse-moi de t'interrompre, est relativement récente. Oui. Oui, en fait, quand j'ai eu mon premier local commercial, au départ, j'ai commencé de la maison. Puis, j'ai eu mon premier local commercial en 2016. Mais c'était sur l'Évêque à Laval toujours, mais c'était vraiment plus un sous-sol pour atelier de production. C'est ça, c'était pas à l'image de ce que je voulais. Puis, en 2018, malheureusement, suite à un feu que j'ai tout perdu, mais j'ai déménagé puis j'ai trouvé le beau local commercial où je suis aujourd'hui sur Laurentides. OK, parfait. Qu'est-ce que la crise, principalement, ou la pandémie, parce qu'on dit crise et on peut peut-être avoir plusieurs étiquettes pour cette crise-là, mais dans votre processus, dans votre modèle d'affaires, qu'est-ce que ça a changé principalement? Donc là, Tracy, on comprend qu'au niveau de la clientèle, les événements interdits, donc plus de contact physique, les gens ne peuvent plus se déplacer en boutique. Mais toi, dans ta façon, parce que tu dis, tu as pris quelques minutes, quelques secondes pour te saisir, si on veut, ce vendredi 13, mais après, il fallait changer. Mais il fallait changer quoi? On fait des cupcakes, on les fait livrer à la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte comme celui-là? Oui, je me suis demandé comment je vais pouvoir continuer à offrir ce petit moment de bonheur aux gens sans qu'ils aient à se déplacer. Puis, comment je peux leur donner le goût de continuer à manger ou faire de la pâtisserie parce que plus personne n'a en tête de célébrer en ce moment. Donc, moi, étant donné que j'offre les ateliers de pâtisserie, mais habituellement, je me déplace chez les gens, dans les camps ou ils viennent à la boutique.
je me suis dit comment je peux faire ça pour surtout permettre aux jeunes de s'amuser à la maison parce que là, l'école terminait, les parents télétravaillent, c'est l'enfer un peu à la maison. Donc, je me suis dit, ça allait être une bonne idée. Donc, j'ai repensé à mon service d'atelier de pâtisserie. J'ai créé une boîte qu'on livre chez les gens avec toute la matière première, tous les équipements qu'il faut pour faire des cupcakes à la maison. Donc, il y a autant le beurre, les œufs, la plaque pour mettre dans le four, le fouet, tout ce qu'il faut. Puis, on livre ça à la maison. Moi, j'ai fait une vidéo que je donne le lien en ligne lorsque tu commandes la boîte. Donc, on fait l'atelier ensemble en ligne. OK. Donc, ça a été ça ma première idée qui m'a permis par la suite de continuer à faire parler de moi, puis que les gens continuent à faire d'autres commandes connexes à ça. OK, très cool. Manuel? Bien, je te dirais qu'au début, il n'y a pas de grand changement. C'est juste le type de service conseil qu'on offrait à passer de très stratégique, de croissance internationale, à qu'est-ce qu'on fait? On a une crise. Au quotidien. Donc, oui, puis ça a évolué beaucoup. Au début, j'avais l'agence, le Travel Management Agency, qui était un peu visé. Après, plusieurs de mes clients ont commencé à avoir la fermeture de leur locaux de manufacture. Et là, c'est quand ça a commencé très, très fort. C'était vraiment des appels. Je peux vous dire que la première semaine première et deuxième semaine ont été très difficiles du côté même psychologique pour moi parce que ça a passé d'un conseil très comment on fait, c'est quoi les processus d'affaires qu'on suit, à Manuel, qu'est-ce que je veux faire? Je dois mettre à la porte 46, 80, 120 personnes, 200 personnes, je les connais, qu'est-ce que je fais? Puis les contextes sont très, très différents. Au Canada, c'était pas très difficile. On mettait, il y avait des mises à pied de gens, puis ces gens-là vont être pris en charge par certaines personnes, par le gouvernement, ou on avait des aides du gouvernement, etc. Mais j'ai des clients dans d'autres pays qui viennent faire affaire ici, et ces clients m'appelaient, me disaient, Manuel, il faut que je ferme, je n'ai pas d'aide, il faut que je continue de payer tout le monde, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Donc là, c'était vraiment faire un état des lieux très rapidement, puis être très, très dur avec ces gens-là, avec eux, puis leur dire, bien, il faut que tu fermes, il faut que tu liquides, il faut que tu fasses un inventaire de talents aussi. Qui tu vas laisser partir, qui tu ne vas pas laisser partir, combien de temps tu vas, imaginons que ça continue pendant 6 mois, combien de temps tu peux tenir, est-ce que ça vaut la peine d'essayer ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, des fois, j'en ai eu qui ont dit ben Emmanuel, moi j'ai de l'équipement, je fais du textile pour l'aérospatial, puis là l'aérospatial tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets du textile pour le médical. Ils ont dit oui. Je dis ça ne va pas te permettre d'arriver à ton chiffre d'affaires actuel, mais ça va te permettre de maintenir en vie et de conserver les emplois et le talent qui est plus important pour ta compagnie. Est-ce que c'est un service conseil qui va rester, selon toi, après la crise? Donc, ce changement-là que vous avez dû faire au sein de l'entreprise, est-ce que c'est une offre qui va demeurer, vous pensez? Si oui, combien de temps à peu près? Ou il y aura de la demande? Je crois que ce qui s'en vient pendant les prochains mois, je ne dirais pas années peut-être, mais les prochains 6 à 8 mois, c'est vraiment la capacité de répondre de tout le monde, de se retourner sur un site. Je mets du monde à la porte, je conserve. C'est vraiment de prendre des décisions très difficiles. Donc, je crois qu'en même temps, c'était très dur pour tout le monde, mais j'ai eu aussi des exemples de gens qui sont retournés très, très rapidement et ont dit c'est l'opportunité que je cherchais de me poser. Surtout les entrepreneurs qui sont tout le temps sollicités, qui sont dans l'urgence avec des compagnies de 100, 120 personnes qui se sont dit bon, là, j'ai un temps de répit, puis là, je repense. J'avais un produit manuel que je voulais lancer. C'était une plateforme électronique. Et là, c'est le moment. C'est le moment. De réfléchir. Tracy? Oui, moi, ça va rester. Puis même, ça a fait penser à d'autres idées parce que les gens même me donnent des idées. Après avoir fait la boîte de cupcakes, ils me demandent est-ce que tu aurais maintenant pour les biscuits, pour faire des cupcakes à la maison, des gâteaux? Donc oui, j'aimerais faire différentes séries de kits à offrir à la maison. Manuel a mentionné la portion mesures gouvernementales, donc vous avez été en mesure d'avoir des mesures gouvernementales avant la crise, donc avec le programme PRIV notamment pour embaucher du monde. Toi, Tracy, comment ça s'est passé, sans vouloir entrer dans les détails, mais est-ce qu'on a vu plusieurs mesures gouvernementales, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral? Ça a été quoi ta lecture de la situation? Ça a été quoi ton…
Ça, c'est la partie difficile et plate, mais je pense qu'elle est présente depuis avant, justement, la pandémie. Moi, je n'ai pas touché à aucune aide parce que c'est ça, les conditions étaient trop... on tombe en deux chaises, comme les gens disent souvent, parce que je pense qu'ils n'ont pas pensé aux très petites entreprises. PME, moi, je ne rentre pas dans cette case-là. Donc, oui, j'avais commencé à payer mes employés en tant que salarié, mais ça faisait juste quelques mois. Donc, je n'avais pas 40 000 de salaire du tout. Maintenant, ils ont allégé, donc mon comptable, il regarde à l'instant si je vais pouvoir y accéder, mais ça fait quand même déjà 4 mois que la crise est commencée. Donc, le stress, il était là, malheureusement. Tout à fait. Manuel? Oui, c'est vrai que les TTE, les petites entreprises, ont souffert beaucoup. Mais ça fait partie des enjeux que je veux rapporter dans l'exercice de la Troïka éventuellement. Et bon, on va en reparler, mais ce que je voulais dire, c'est oui, le modèle d'affaires change. Pour moi, le modèle d'affaires n'a pas changé. Mon modèle d'affaires reste le même. Le gros problème qu'on a, c'est le cash flow. Donc, parce que j'ai des clients qui me disent, Manuel, je ne peux pas te payer. Mais j'ai toujours besoin de conseils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis, ben, écoute, le conseil, tu l'as parce que le temps que j'ai à te donner, il est là. Donc, puis quand tu pourras me payer, tu vas me payer parce que je crois en ta compagnie puis je crois qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, sauf que, éventuellement, ça a mis aussi beaucoup de pression sur ma compagnie pour conserver les emplois. Moi, j'ai 3 employés et éventuellement, j'ai pensé aux mises à pied temporaires. Le problème, c'est que 2 de ces personnes-là ont des permis de travail fermés. Donc, si je les mettais à la porte, ils doivent revenir à leur pays. Donc, ce n'était pas vraiment une option. Alors, on a fait un grand effort pour les garder. Puis, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, écoutez, il faut vraiment qu'on trouve des manières de développer de nouveaux produits, des nouvelles rentrées, des nouveaux revenue streams où on va avoir de l'argent peut-être où avant, on n'allait pas le chercher. Donc, on s'est mis à travailler sur des programmes qu'on va lancer dans pas longtemps. Donc, il faut être créatif non seulement sur la façon d'offrir des services, mais aussi la façon d'aller chercher des revenus. Peut-être une ou 2 dernières questions pour terminer ce bloc-là. C'est aussi une question peut-être que je vais aborder avec Milder plus tard. On sait que le panel s'appelle, sur les enjeux, les opportunités des entrepreneurs de la diversité. Vous êtes des entrepreneurs à part entière. Est-ce qu'on, un pronom qui n'accuse personne, on a raison de vous appeler des entrepreneurs de la diversité? Est-ce que ça vous gêne? Ça vous aide? Comment vous voyez cette appellation-là? Ça ne me gêne pas du tout parce que je me considère de la diversité. Est-ce que ça m'aide? Pendant la crise, ça ne m'a pas aidé. Avant la crise, c'est un sujet assez délicat. Ça aide des fois quand les gens ont besoin d'avoir un entrepreneur ou une entreprise de la diversité pour... Exactement. Donc, ça aide dans cette situation-là. Puis moi, je suis à Laval, je suis super impliquée à Laval, donc ça m'a aidé comme ça. Puis en ce moment, étant donné que 2020, il y a tout qui arrive en même temps, avec Black Lives Matter, tout ce qui se passe, là, oui, ça a aidé énormément parce que l'attention, elle était vraiment sur Toi, tu l'as senti, toi, tu l'as senti véritablement. Oui. Tu l'as senti en termes de visibilité offerte particulièrement aux entreprises détenues par des personnes noires ou par rapport à l'achat des personnes des communautés noires auprès de ton entreprise? C'est quoi le... C'est surtout la visibilité parce que tout le monde partageait toutes les entreprises qui connaissent qui sont owned, exactement, owned par des personnes noires. Pour l'achat par des personnes noires, oui, il y en a eu beaucoup plus. Pas nécessairement des autres communautés, mais par les personnes noires, oui. Sauf que c'est quand même, encore une fois, c'est délicat parce que j'ai l'impression qu'ils sentaient qu'ils m'aidaient. Donc, l'approche était un petit peu différente des clients réguliers hors du Black Lives Matter. Mais il y a quand même eu un grand engouement, donc on va prendre quand même le positif. Le positif là-dedans. Parfait. Manuel? Oui, ça ne me gêne pas du tout. Est-ce que ça m'aide ou pas? Normalement, ce que je dis à mes entrepreneurs, c'est vous n'êtes pas des entrepreneurs avant d'être des entrepreneurs de la diversité ou pas, ou noirs ou latinos, ou vous êtes des entrepreneurs. Donc, ça, c'est votre souche principale, c'est ça. C'est après ça, puis un entrepreneur reconnaît un autre entrepreneur. Ça, c'est pas vrai que les vrais entrepreneurs font la différence.
Est-ce qu'on se serre les coudes entre communautés? Oui, bien sûr. Mais moi, je recommande à mes clients d'être des entrepreneurs internationaux. Moi, tu n'es pas une compagnie mexicaine qui vient faire affaire au Canada. Tu n'es pas une compagnie canadienne qui va faire affaire au Mexique. Tu es une compagnie internationale. Tu fais affaire, tu as un produit qui est bon pour le marché que tu abordes. D'où tu viens, ça ne devrait pas faire une différence. À moins que ça fasse partie de l'histoire de ta compagnie. Exactement, de ton storytelling. Mais sinon, moi, je suis très, très bold là-dessus. C'est comme, non, tu n'es pas une compagnie mexicaine, tu es une compagnie qui fait des sièges d'avion. Peu importe, c'est tout. Peut-être, dernière question. Je voulais juste dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je sais que c'est plus difficile pour les entrepreneurs de la diversité. Puis pour les entrepreneurs immigrants, ceux qui sont arrivés ici, ne sont pas natifs d'ici, ne savent pas c'est quoi les systèmes, la culture, puis les ressources. Ça, oui. Ça, je reconnais que c'est plus difficile. Ça les aide c'est un obstacle en plus de celui de ceux naturellement natifs de... Effectivement, c'est peut-être probablement une autre paire de manches. Dernière question pour vous, dans les 2 minutes qui nous restent. Avec le recul, si vous regardez les 4 derniers mois qui viennent de s'écouler par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez tardé à faire, ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez échoué à mettre sur pied, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez fait différemment? Bonne question. Honnêtement, non, parce que c'est action-réaction, donc je suis contente d'avoir réagi rapidement, d'avoir fait le pivot. Sinon, ce que j'aurais fait différemment, mon Dieu. J'aurais des idées pour ce que le gouvernement ou les gens auraient dû faire différemment, mais moi, parce que c'est trop dans la presse, donc je ne vois pas que... Tu aurais fait différemment. Avec les moyens que tu avais, tu as bien... Le temps et les moyens que j'avais, je vois que... Tu as bien répondu à la truc. Toi, Manuel? Moi, ce serait juste peut-être la partie informatique. Ça m'a pris du temps à réaliser qu'il fallait que j'équipe mon équipe avec mes employés, avec des ordinateurs chez eux, à prendre en charge. C'est parce que je croyais que ça allait être quelques jours, donc, est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferais différemment maintenant. Absolument, je serais allé à Best Buy très rapidement et j'aurais acheté tout ce qu'il fallait. C'est bon. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange-là. On va se revoir un peu plus tard pour la Troïka. Donc, comme je vous le mentionnais, auditeurs et auditrices, on vient de terminer un premier bloc de ce panel avec nos entrepreneurs, une entrevue avec Tracy Perrault, qui est la fondatrice de Cuisine Veloutée, et aussi Manuel Ribeiro, qui est le fondateur de Strateca International, ainsi que le président de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec. On va aller en entrevue avec Milder Villegas, qui est le directeur général de Filaction, donc pour à peu près 15 minutes. Et par la suite, vous aurez, ce que j'ai oublié de mentionner, effectivement, vous aurez l'opportunité de poser des questions pendant une dizaine de minutes. Donc, si vous voulez adresser des questions à Milder, à Tracy ou à Manuel, bien évidemment, vous pouvez même commencer à les rédiger. Moi, je pourrais les lire éventuellement si la technologie est de notre côté directement sur ma tablette ici. Mais sinon, Milder. Bonjour. Bonjour. Donc, on est prêt pour... parfait. Bienvenue, Milder. Bonjour. Bonjour. Comment tu as trouvé l'échange avec les entrepreneurs? Aurais-tu des commentaires, suggestions, des choses qui te sont venues en tête en les écoutant? Non, je pense que c'est leur vécu, donc je n'ai pas à dire quoi que ce soit à cet égard. Donc, non, c'était fort intéressant à différents niveaux, différents types d'entreprises, donc fort intéressant. Tout à fait. Milder, tu es le directeur général de Filaction, comme je l'ai dit, qui est une entreprise, un organisme qu'on connaît bien au Québec, qui est un fonds d'investissement qui soutient les entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont été très touchés durant la crise. Donc, est-ce que Filaction et comment Filaction a dû ajuster son approche, ses mesures, ses programmes durant la crise? Il faut comprendre que Filaction a 2 bureaux, Montréal, Québec. Donc, le travail à distance, ça fait partie de notre travail. Donc, la moitié de l'équipe à Québec, l'autre moitié à Montréal. Également, Filaction est impliquée dans des organisations internationales. Donc, dans mon cas, puis d'autres employés,
Et parfois, on doit être ailleurs dans le monde. Puis ailleurs dans le monde, il faut continuer à travailler. On est en Corée du Sud, on fait une réunion 10 heures le soir, 10 heures ici. Donc, on est toujours dans ces situations. Donc, à cet égard, non, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement non plus parce que depuis 4-5 ans, contrairement à ce que toi tu disais, Manuel, on a investi beaucoup au niveau de la technologie. Comment être de plus en plus autonome là-dessus. Puis au cours des 2 dernières années, on avait travaillé sur un plan de continuité des affaires qui était opérationnel déjà. Donc, à la question que vous avez posée aussi, vous étiez prêt, vous étiez prêt en fait. On était plus que prêt. D'ailleurs, 3 jours avant les 13, donc autour du 9 ou du 10, moi j'ai planifié un voyage international pour le suivi d'un dossier au Pérou. Acheter des billets, tout le reste. Puis tout à coup, ça commençait à tomber comme domino différentes nouvelles. Donc, je pense mercredi ou jeudi, après vendredi, j'ai acheté des liquides de gel, des lingettes, tout pour au bureau. Donc, on était prêt. Mais dans mon esprit aussi, c'était, je m'en allais 3 semaines plus tard en voyage. Mais vendredi, comme parent que je suis aussi, mes enfants n'allaient pas à l'école parce qu'ils étaient fermés la journée. Et donc, le vendredi 13, j'étais à la maison. Donc, il n'y avait pas encore un fois de changement parce qu'on travaille à distance. Sauf que vers 10 heures, on sort le matin, avant même qu'on annonce toutes les mesures, un couple de mes employés de la région de Québec qui nous informe, écoute, la garderie va être fermée. Donc, il va falloir que je fasse, à cause de la pandémie qui s'en venait, il va falloir que je fasse du télétravail. Donc, c'est 11 heures le matin. À 1 heure l'après-midi, donc un peu d'heure après, l'équipe de direction, on décide, non, ça veut dire que la vague est arrivée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on verra. Puis, non, c'est pas nous, c'est là. Donc, on a dit, on ferme le bureau dès lundi pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe Montréal-Québec, on a fermé le bureau, puis on travaille à distance parce qu'on est équipé pour travailler à distance. Donc, à ce niveau-là, donc, ça n'a rien changé pour nous parce qu'on est habitué. On est toujours à travailler à distance. On a un plan de retour au bureau progressif à partir de septembre. Encore une fois, à distance, avec toutes les mesures qui sont en place aujourd'hui. Donc, ça n'a pas changé. Par contre, il y a des éléments, des choses qui changent. Parce qu'au tout début, quand je dis vendredi, lundi, on fait une première réunion avec l'équipe. On voit que la vague est arrivée, que la marée monte. Donc, il faut faire des choses. Une première chose qu'on a dit à toute l'équipe des chargeurs portefeuille, vous rencontrez de façon virtuelle tous vos clients. Vous passez en revue. Donc, vous n'attendez pas que quelqu'un vous appelle « Hey, j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous appelez tout le monde. Deuxièmement, on a changé tout de suite, c'est dire, bon, quels sont les allègements qu'on peut mettre en place en fonction de ces rencontres. Je sais que certaines organisations ont dit « Je donne à tout le monde, c'est facile ». Nous, on est allé dans une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus axée sur les besoins des gens. Il y en avait des entreprises qui disent « Non, j'ai besoin d'un allègement, je vais continuer ». Donc, c'est correct. Donc, ça, c'est un premier changement. Puis, tout de suite après, on a dit, dans les jours qui viennent, on va mettre en place des crédits supplémentaires à des taux plus que raisonnables pour aider à passer la situation. Donc, ça, c'est le changement que nous, on a mis tout de suite en place. L'autre élément qu'on a mis en place, puis ça, c'est un changement majeur au niveau, ça, c'est 2 jours après, au niveau de mon équipe, c'est toute la partie aide psychologique. Des chargeurs portefeuille. Parce que oui, on est dans l'investissement, oui, on fait des prêts, mais comme Manuel l'indiquait tantôt, quand par exemple, on a tout un fonds sur le tourisme, encore aujourd'hui, le tourisme est touché. Quand on a, je ne sais pas, une trentaine d'entreprises dans ton portefeuille, puis tu le rencontres une après l'autre, puis tout le monde te dit, c'est qu'on a entendu, Emmanuel, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas seulement le tourisme, mais tous les domaines confondus, mais je mets comme exemple particulièrement le tourisme. On va fermer, de quoi est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a senti rapidement qu'ils pouvaient, nos employés, nos chargeurs de portefeuille, être en détresse. Donc, on a tout de suite donné de l'aide psychologique tout en mettant des mesures en place pour les autres. Donc, oui, il y en a eu, on était prêts, mais quand même, on a fait d'autres choses. Quand même, pour vous assurer que votre équipe est grande. On est 16 employés. 16 employés, Montréal et Québec. Montréal, moitié Québec. Et donc là, au niveau informatique, technique, on comprend que vous n'avez pas d'enjeu. Au niveau psychologique aussi, on comprend que vous n'avez pas d'enjeu.
Maintenant, au niveau des mesures, financement, on comprend que vous avez été dans une approche un peu plus personnalisée avec vos clients pour savoir en termes d'allègement ceux qui en avaient besoin versus ceux qui en avaient moins besoin. Donc, ça, c'est surtout avec une approche personnalisée. Les prochains mois, pour vous, au sein de Filaction, ça a l'air de quoi? Parce que vous mentionnez le tourisme, on parle du milieu de la restauration, on parle d'hébergement. Je sais que vous avez quand même des créneaux des industries que vous financez beaucoup plus. Ça a l'air de quoi? Est-ce que vous avez un portrait très sombre de la réalité entrepreneuriale? Ça, c'est une très bonne question. Peut-être que je vais revenir quelques temps en arrière. Une autre chose que nous avons faite là-dessus, c'est que nous, c'était fondamental de ne pas arrêter le processus d'investissement. Une institution financière, nommez-les là, des exemples, vous en avez en masse, dans lesquels on dit, je me préoccupe de mon portefeuille, je n'investis pas dans les autres. Plus encore, tu es dans mon portefeuille, tu ne vas pas bien, je ne m'en occupe pas de toi. Alors donc, c'est vraiment, ça a été très difficile au niveau des entrepreneurs. Nous, on a pris comme mandat ou comme façon de travailler que nous, on continue à investir. Donc, on a continué à investir. Okay. Pour revenir à votre question, le fait qu'on a fait, même, je pense, à 3 reprises, rencontrer tous nos entrepreneurs, on sait c'est quoi la situation de nos entreprises. C'est pour ça que je peux dire que même si le tourisme il y a beaucoup d'impact, il y en a dans certaines entreprises touristiques de notre portefeuille qui vont très bien, puis vont mieux que ce que s'attendait. Dans ces industries que parfois on peut trouver très difficiles, vont mieux qu'on aurait pu s'attendre. Dans certaines industries même qui font des affaires, comme je disais, beaucoup mieux qu'étaient les autres années. Donc, oui, c'est difficile. On a fait une étude en termes de notre portefeuille. Qu'est-ce qu'il y en a? On a à peu près 2-3% maximum de risque élevé. On a 10-12% de risque moyen au niveau de notre portefeuille. Donc, il se porte très bien. Oui, c'est difficile. Par exemple, on a dans le domaine de la culture, au niveau du cinéma qui commence à ouvrir périodiquement, mais par la qualité, ça c'est un élément que Manuel a mentionné, par la qualité des entrepreneurs ou des entreprises que nous avons, même s'ils sont dans une industrie difficile, on a confiance, puis même on a investi des sommes additionnelles, même si c'est dans l'industrie culturelle ou du cinéma. Pourquoi? Parce qu'on voit la qualité des entrepreneurs, on voit la qualité des entreprises, même si globalement au niveau de l'industrie, va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boule de cristal? On pense qu'on va passer à travers là-dessus. Oui. Mais effectivement, pour certains, oui, ça va être dur. Mais nous ferons au niveau de notre équipe un autre tour d'horizon de nos clients pour voir est-ce que la situation s'est améliorée ou empirée. Mais pour l'instant, on reste confiant que oui, malgré la situation, on va passer à travers. Ça va dépendre de la durée parce que... Effectivement, ça va dépendre de la durée. C'est pourquoi on parle bien de boule de cristal, parce que personne ne sait combien de temps ça va véritablement durer. On parle d'entrepreneuriat de la diversité. Filaction, moi, ça fait 10-11 ans que je suis impliquée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai connu beaucoup plus Filaction à travers des fonds spécifiques, des fonds dédiés. On les appelle Mosaïque notamment, mais beaucoup fonds à fonds entrepreneurs. Ça ne nous rajeunit pas autour de la table. Mais j'aimerais savoir, après avoir lancé ou capitalisé des fonds comme ceux-là, quel a été, pour votre équipe et pour vous-même, le plus grand apprentissage de lancer des fonds comme ça et de gérer ou capitaliser, parce que je sais qu'il y a une nuance entre des fonds qui vous appartiennent et des fonds que vous capitalisez. Donc, le fonds à fonds entrepreneur, pour les personnes qui nous écoutent, c'était à peu près aux alentours années 2006-2008, donc comme son nom l'indique, pour les communautés noires, et le fonds Mosaïque, donc beaucoup plus général par rapport à la diversité au complet. Donc, ça a été quoi les plus grands apprentissages que vous retenez pour des initiatives qui datent quand même d'un certain nombre d'années, et peut-être qu'aujourd'hui, on en parle encore plus d'entrepreneuriat de la diversité. Est-ce qu'il faut les ramener autour de la table ou... Oui, il faut les ramener autour de la table. Je pense que Manuel parlait un petit peu de cet élément de dire, bon, est-ce que ça aide ou ça aide pas par rapport à votre question tantôt. Malheureusement, après 12 ans ou 13 ans de fonctionnement de ce fonds-là, la réalité est la même. La réalité est la même parce qu'il n'en a pas assez d'appui au niveau des entrepreneurs de la diversité.
ce que nous, on voyait il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai fait une proposition au gouvernement du Québec à cet égard, de faire un plan à 3 volets, toujours au niveau de la promotion, au niveau de l'investissement, au niveau du soutien technique. Cette réalité est toujours présente. Là. Cette année, au niveau d'investissement, que ce soit au niveau des Afro-entrepreneurs Mosaïque en fil d'action complet, peut-être on va faire 7 projets. C'est la même réalité qu'il y a quelques années. On a changé il y a une couple d'années, par contre, en termes de taille puis type d'entreprise, mais c'est la même chose. On voit que les moyennes ou la taille des investissements qu'on fait sont beaucoup plus petits que par rapport à la moyenne globale des autres investissements qu'on fait. En termes d'apprentissage, quand on voit la différence des fonds afro-entrepreneurs et Mosaïque et le reste des fils d'action, on voit des différences majeures, par exemple, tout ce qui est l'effet de levier. Exemple, quand on voit globalement des gens de fonds afro-entrepreneurs ont un effet de levier en fait, de 3 fois leur investissement, alors qu'ailleurs, ça peut être 6-7 fois. Donc, ça indique 2 choses. Une, ça veut dire que si, comme entrepreneur de la communauté noire, tu ne mets pas tous tes efforts toi-même, le restant, il ne reste pas beaucoup. La famille ou des autres institutions ne sont pas là-dedans. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence de 3 versus 6 ou 7 d'autres. Donc, ça, c'est une réalité qui continue encore aujourd'hui. Même si on change de génération, mettons, je sais que 10-12 ans, c'est pas assez long, là, mais les réalités demeurent. C'est drôle, hein, c'est un paradoxe, ça me surprend, tout comme ça ne me surprend pas en même temps, parce que je me dis, est-ce qu'on recrée les mêmes problèmes ou est-ce qu'on n'apprend pas de nos erreurs, je veux dire, au sein des communautés par rapport aux entrepreneurs? Est-ce qu'il y a un apprentissage qui n'est pas fait beaucoup plus dans la façon dont on nous présente l'entrepreneuriat, dont on se lance en entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? Oui, je pense qu'il faut, comme voyez-vous, vous mentionnez ces 2 fonds. Pourquoi on existe 2 fonds alors que nous, on est ouvert, comme dit tout le monde, à tout le monde? Dans ces 2 fonds, ce qui est particulier, c'est l'approche. On considère parce que ça se passe à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement le fait de faire une demande. Ça se passe aussi de dire comment est-ce que tu es accueilli ou par qui était accueilli. Donc, dans le cas des Afro-entrepreneurs de Mosaïque, chaque fois qu'on analyse un projet, au départ, on a une première rencontre avec des gens de la communauté. Des gens de la communauté qui sont dans la même industrie ou proches de l'industrie de laquelle la personne présente. Pourquoi? Pour avoir cette ouverture de la personne qui présente, pour recevoir les conseils qui soient beaucoup plus fluides, au lieu de dire, j'ai présenté mon projet, est-ce qu'il m'a compris? Est-ce qu'il sait de quoi je parle? Donc, pour éviter cela, pour donner encore une fois plus de confiance au niveau des entrepreneurs, dire, on va le faire dans ce cadre-là. Donc, juste en termes d'approche, ça c'est différent. D'autres apprentissages aussi qu'on a vus, ça c'est un élément que Manuel a mentionné, toute la question entre immigrants puis des générations anciennes. On a vu une évolution surtout dans Afro-entrepreneurs, l'évolution au niveau des entrepreneurs. Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, c'était beaucoup dans le domaine de la survie. Je n'ai pas d'emploi, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, je fais un commerce de proximité, donc, je fais une entreprise de services, donc, là où je n'ai pas besoin de beaucoup de formation, donc, je fais quelque chose. Alors que depuis 4 ans, on voit les nouvelles générations de gens avec plus instruites, puis plus axés sur l'entrepreneurship par choix et non pas par dépit. Alors donc, ça change aussi là-dedans. Oui, mais par contre, vous parlez à n'importe quelle institution financière, vont vous dire, nous on finance tout bon projet. Regardez, oui. Dites-moi, définis-moi c'est quoi un bon projet, après ça on en parlera s'il y a des problèmes ou non. Donc, il y en a beaucoup de choses encore à changer. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat de la diversité, je pense, n'est pas pris à sa juste valeur. L'entrepreneuriat de la diversité n'est pas vu comme un outil de développement du Québec. C'est qu'il y en est. On est porteur de richesse pour des créations d'emplois, mais par le fait même qu'on est en lien au niveau international, on est porteur de richesse, même pour des exportations, de la même façon que, par exemple, Manuel travaille. On est capable, dans les entrepreneurs de la diversité, de créer, être dans les cupcakes
mais de le faire de façon virtuelle, de le faire de façon électronique. C'est vrai, on peut être bon pour ouvrir un dépanneur, on est très bon pour ouvrir une pizza ou 2 points de pizza pour $1, mais je pense qu'on est capable de faire plus que ça. Puis c'est ça qui manque là, c'est ça où il manque. S'il y a un message à faire, c'est là-dessus. Il faut exploiter, il faut aider pour faire éclore cette richesse. Oui, pour faire élever le débat et changer le narratif aussi autour de cet entrepreneuriat. Mesdames, vous soulevez un élément que j'ai abordé avec nos panélistes entrepreneurs par rapport à cette distinction entrepreneur tout court ou entrepreneur de la diversité. Je pourrais dire la même chose, étant donné que je travaille en entrepreneuriat féminin pour entrepreneur féminin, entrepreneureux. Est-ce qu'on a raison de faire cette distinction-là? Je comprends de par votre conclusion, si on veut, par rapport à ce message qui n'existe pas encore au Québec, par rapport à l'apport que peuvent avoir ces entrepreneurs de la diversité. Est-ce que ça vous aide dans votre travail de faire cette nuance-là? Vous avez dit aussi que Filaction est ouvert à tout le monde, mais vous avez quand même choisi d'avoir des approches spécifiques pour des fonds dédiés. 2 choses. Une, oui, c'est nécessaire. Parce que d'une part, ce n'est pas seulement est-ce qu'on reçoit tout le monde. Il faut donner la confiance aux entrepreneurs, puis on ne fait pas assez. De dire, oui, j'ai une place dans cette société, j'ai une place comme entrepreneur. Pour ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Et en ayant ce type de fonds-là, il y a cette reconnaissance. Est-ce que ça sert pour Filaction? Filaction, non, ça ne sert pas. C'est un mandat, c'est une mission que nous avons qui fait rayonner ce type d'entrepreneur. Quand on regarde par ailleurs le travail que nous on fait ici au Québec, quand on compare, parce qu'on est au niveau international, je vous sais en lien, quand on compare à ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans d'autres pays, ce qu'on fait au Québec, c'est un exemple. Puis malheureusement, on n'est pas encore assez diffusé. Malheureusement, on aimerait faire davantage, mais on fait notre bout de chemin puis on croit. Tout à fait. Dernière question, Milder, dans les 2 minutes qui nous restent pour ce segment-là. Perspective 2020. Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels sont confrontés ces entrepreneurs de la diversité, justement, en dehors de, peut-être, comme on l'a conclu tout à l'heure, changer le narratif, faire en sorte de porter un peu plus fort le message qu'on est créateur de richesse au même niveau que les autres entrepreneurs tout court. Est-ce qu'il y a d'autres défis ou d'autres enjeux et même plus opportunités à saisir dans un contexte comme celui-là? Oui, des opportunités, il y en a. Ça, je pense qu'il faut les saisir. Maintenant, il faut identifier dans quel secteur on parle. Puis je pense que dans toutes les industries, il y en a des opportunités. Il faut voir qu'est-ce qu'il y en a là-dessus. Par contre, au même titre que Tracy mentionnait, oui, par exemple, il y en a des programmes qui sont en place que malheureusement ne s'adressent pas à toutes les petites entreprises. Quand on parle des entrepreneurs de la diversité, encore aujourd'hui, il y en a des grosses qui commencent à se développer, mais il y a encore beaucoup de très petites entreprises. Donc, si ça s'applique à tout le reste de la communauté entrepreneuriale, cette problématique, c'est encore beaucoup plus grand pour ce type d'entreprise. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, parfois, puis ça, ce n'est pas une règle, ce n'est pas une normalité, mais il y en a une grande partie des entrepreneurs de la diversité qui sont ou doivent être dans un processus de formalisation des affaires. Oui. Alors donc, le défi est beaucoup plus grand, l'enjeu est beaucoup plus grand à cet égard. Ce ne sont pas toutes les entreprises, mais il y en a un secteur. Il y a un créneau sur lequel il faut se concentrer. Donc, c'est peut-être une nouvelle offre de service qu'il va falloir offrir. Donc, avant d'aller à la période de financement, faire en sorte qu'on puisse arriver à une étape de formalisation. Merci beaucoup, Milder. On est arrivé à la période de questions. Donc, je ne sais pas, je vais aller voir. J'espère que tout fonctionne. Si jamais vous avez des questions qui peuvent être communiquées, et là, je suis en train de me... Voilà, ça devrait fonctionner dans le chat et voir, mon Dieu, qu'il y a des questions. Parfait. OK. Bon, période de questions. On a 10 minutes. J'espère qu'on pourra passer à travers les questions. On a une question de Lorena par rapport au TPE, donc les très petites entreprises, et le fait de tomber en 2 chaises. Donc, j'imagine que ça s'adresse à ce que Tracy a mentionné au début. Pour les aides offertes face à la crise, quelles seraient les ressources pour les aider vu le défi supplémentaire en étant issus de l'immigration? Comment faire, donc question en 2 temps, comment faire pour mieux faire face quand on sent que ce qui est mis sur place ne s'applique pas pour nous? Je pense que tout le monde peut répondre à la question, mais Tracy, je vais peut-être te laisser le lead. Le comment faire, c'est difficile parce que justement, en cette période de crise, moi, j'ai eu l'impression que je suis retournée au début de la création de l'entreprise quand on porte tous les chapeaux, on fait du 7 jours sur 7.
Donc, durant cette période, on n'a pas le temps de prendre le temps de chercher toutes les ressources. Donc, on entend qu'il y a un 40 000 à la banque, on entend qu'il y a un 50 000 de la ville de Laval, mais le temps de taper pour voir comment faire, il y a tellement de documents et tellement de contraintes qu'on abandonne un peu ça parce que l'urgence, c'est de faire survivre l'entreprise. La réponse que j'aurais pour Lorena, je crois, c'est avant ça, il aurait fallu faire partie d'un réseau pour avoir des gens qui puissent t'épauler et t'aider. Parce que moi, je recevais beaucoup de courriels ou d'appels, admettons, de Sylvie Gassana, de Femmes et Sœurs, qui me partageait des informations, qui me faisait des updates sur qu'est-ce qui se passait, malgré que ça ne fonctionnait pas pour les petites entreprises. Ça prend ce contact. Là. Exactement. Donc, le réseau, pour moi, c'est vraiment un carnet d'experts tellement important. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de le bâtir, mais en période de crise, le temps... C'est peut-être un petit peu plus difficile, surtout qu'on ne peut pas rencontrer ces personnes de notre réseau de contact. Donc, il faut trouver des façons créatives de rester en contact avec eux. Puis, je veux juste m'assurer que la deuxième partie de la question... Mais vas-y, Manuel. Tips and tricks. Tu peux mettre les gens à la porte, mise temporaire à vie parce que tu n'as pas la ressource du 75%. La personne va aller chercher son 2000 au gouvernement, mais ils ont le droit quand même de travailler pour $1 000 sans perdre. Donc, ce que j'ai recommandé à des gens de faire et ce que j'ai vu faire et ce qui a permis à des compagnies, des TTE, des petites entreprises, de maintenir le lien d'emploi. Ce n'est pas l'emploi à temps plein, mais le lien d'emploi, c'est de payer 1 000 que tu peux sortir quand même, tu fais un effort. Et lui, il reçoit, ou elle reçoit un autre 2000, mais tu continues de travailler avec cette personne-là pendant un certain temps. C'est un lien d'emploi qui est ça a fonctionné, ça fonctionne, c'est légal, donc c'est très bien. Comment faire pour mieux faire face quand ce qui est mis sur place ne s'applique pas à nous? Donc, c'est peut-être le deuxième volet de la question, qui est peut-être beaucoup plus une question au niveau approche, je vous dirais. Donc, comment on se met dans une posture pour faire en sorte qu'on continue à aller de l'avant? Parce que toi, Tracy, tu disais, tu voyais les mesures annoncées, tu voyais que ce serait peut-être intéressant, mais le temps de prendre, de lire, de comprendre les critères, de postuler. Là, je crois que ça va continuer à avancer. Ouais, je pense que c'est la force d'un entrepreneur. C'est juste de mettre les urgences, les priorités de l'avant, puis c'est juste de continuer. On n'a pas le choix parce que ta mission, c'est de faire survivre l'entreprise. Donc, c'est comme tout au long de l'année régulière habituellement, c'est de trouver des nouvelles offres, des promotions. Mais là, c'était vraiment de trouver un moyen de faire rentrer de l'argent parce que, oui, tous les contrats s'annulent, mais les coûts fixes et les factures continuent. Donc, c'était de trouver des moyens de faire continuer la business et de ne pas se faire oublier surtout. Il y en a beaucoup qui ont eu, selon moi, la mauvaise idée de prendre une pause, même si on prenait du recul pour repenser à son site Internet ou peu importe. Mais je crois que c'était super important de rester présent sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire oublier. Intéressant. Manuel? Prendre des décisions rapides. Donc, oui, ça fait mal de mettre à la porte des employés, mais des fois, c'est ce qu'il faut faire pour continuer l'emploi pour ceux qui restent, pour voir à la pérennité de l'entreprise. Il ne faut pas oublier ici que une entreprise, ce n'est pas un emploi, un auto-emploi. Quand tu es vraiment entrepreneur, tu penses à l'entreprise comme une entité qui va te créer de l'emploi, qui va te donner à manger à d'autres familles. Et c'est ça qui est important. C'est que tu vois la pérennité comme plus importante, la mission de la compagnie plus importante que la survie juste de mon portefeuille à moi ou du portefeuille de 2 ou 3 employés. C'est la première. La deuxième chose, c'est les gens qui ont pris des décisions rapidement sont souvent retrouvés avec des opportunités qu'ils n'ont pas su prendre parce qu'ils ne sont pas habitués à faire à répondre rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important et de se faire conseiller. C'est très personnel comme approche, mais effectivement, comme tu dis, c'est important de se faire conseiller dans cette optique-là. Merci pour vos réponses. Mulder, on a une question fil-action, très technique. Quels sont les principaux critères de sélection des projets de fil-action, secteur d'activité, âge de l'entreprise, niveau de chiffre d'affaires, montant d'investissement demandé? Donc là, on rentre dans les détails. Non, ça va être simple. L'approche que nous avons chez Fil-Action, c'est plutôt de dire, bon, parle-moi ton projet, puis laisse-moi voir comment est-ce qu'on s'arrive. Donc, ce n'est pas dire quelle industrie est exclue ou quelle industrie est inclue. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Par contre, il y a un élément sur lequel, oui, c'est le seul critère, disons, qu'on pourrait regarder, c'est la demande minimale.
Nous, aujourd'hui, notre demande minimale, c'est 50 000 $. OK. En bas de 50 000 $, non, Vous rentrez pas, vous financez pas. on finance pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres initiatives qui font aussi des financements en bas de 50 000 $. En dehors de ça, on n'en a pas des exclusions. Toutefois, c'est certain qu'il y en a certains secteurs qui sont beaucoup plus regardés que d'autres, beaucoup plus faciles à analyser. Si demain matin, vous venez, vous me dites, ben, je vais ouvrir un restaurant, par le temps qui court, admettons qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui est déceptionnel là-dessus. Si vous me dites, je suis dans le domaine alimentaire, vous dites, ah, c'est un domaine difficile. Toutefois, mais quel est ton créneau? Quelle est ta cible? Oui. Ben voilà, parce que nous, dans notre portefeuille, aujourd'hui, on en a des entreprises qui sont dans le domaine de l'alimentation, qui ont été en arrêt, puis qu'on est en train de les soutenir parce que le retour va être beaucoup plus grand que c'était avant. Ou des entreprises qui sont dans l'alimentation, surtout dans la production, qui, encore une fois, la demande a été beaucoup plus grande aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas les stades, c'est plutôt les montants. Peut-être au niveau de les stades, encore une fois, démarrage, mais ça dépend du type d'entreprise. Les 3 dernières entreprises qu'on a financées de l'entrepreneuriat de la diversité, c'est en démarrage. Donc, ce n'est pas exclu, mais c'est regarder beaucoup plus serré là-dessus. Pourquoi? Parce que par le temps qui court, le démarrage, c'est beaucoup plus difficile. Les risques d'échouer sont beaucoup plus grands. Mais, je vous le dis, les 3 derniers investissements qu'on a faits depuis le mois de mars, 3 parmi tant d'autres, sont dans le démarrage. Donc, ce n'est pas une exclusion. C'est simplement qu'on regarde beaucoup plus proche. Il y a un élément que vous mentionnez, Médard, qui me fait penser à quelque chose, mais qui est relié à la discussion qu'on a. On parle de contexte, on parle d'entrepreneuriat. Démarrage, moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est beaucoup plus évident. Enfin, c'est évident pour beaucoup de personnes, mais démarrer une entreprise présentement, est-ce que c'est une idée folle ou c'est une idée entrepreneuriale? On parlait de force de l'entrepreneur, de pouvoir avoir de l'ambition, de la vision. Est-ce que... Il faut connaître dans quel créneau. Vous, comme évaluateur de projet et en financement... Je pense, c'est qui est ta cible? C'est quoi ton modèle d'affaires? Je vous le disais, j'ai fait un démarrage, on a financé dernièrement dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'alimentation. Donc, tous les domaines sont bons. Et autant qu'on trouve le modèle d'affaires en accord à un marché, en accord à un marché en évolution, en accord à une cible quelconque. Donc, c'est peut-être trop facile comme réponse, mais j'en conviens. Mais je comprends. Si je viens vers vous demain pour ouvrir un restaurant de 75 places, non. Mais par contre, si on dit un restaurant dans lequel il y a une partie formation, dans lequel il y a une partie livraison, dans lequel il y en a le commerce électronique là-dessus, mais là, ça c'est un angle complètement différent. Donc, oui, c'est possible. Bon, j'espère que vous avez pris des notes sur la suggestion de Médard comme projet, que vous pouvez aller vers lui dès demain, en fait, pour proposer à Philaction. Une dernière question pour les 2 dernières minutes qui nous restent. Comment mettre en valeur qu'on est porteur de richesse en tant qu'entreprise issue de la diversité dans un contexte de non essentiel? Je ne sais pas si vous comprenez, je vais la relire, la question, juste pour m'assurer, parce que même moi, comment mettre en valeur qu'on est porteur, parce que je sais qu'on en a parlé, qu'on est porteur de richesse en tant qu'entreprise issue de la diversité dans un contexte de non essentiel? Je crois que le concept non essentiel n'est pas important parce que la vie est essentielle. Les gens, donc on va continuer de faire affaire. C'est juste, j'allais dire par rapport à ce que tu viens de dire, la plupart des compagnies qui font de l'innovation et qui fonctionnent, c'est parce qu'ils brisent des paradigmes. Ce qu'on vit actuellement, c'est une grosse brisure de paradigme, pas volontaire. Donc, à mon avis, on va voir beaucoup de nouvelles compagnies, de startups qui vont naître en ce moment de crise. Moi, je dirais, comment on se voit comme porteur? Absolument, bien sûr. Puis le fait d'être issu de la diversité, immigrant, l'épreuve d'immigration, il faut avoir la force, la résilience pour le faire. Donc, ça fait déjà partie des forces d'un entrepreneur. Donc, je crois qu'on va être un bon bassin
il faut s'approcher aux bonnes personnes aussi, il faut se laisser conseiller, mais oui. Tout à fait. Merci beaucoup. D'autres réactions que vous voulez rajouter? Moi, je crois que oui, tout comme tu dis, mais je pense qu'en étant authentique, il y a tellement de richesses qu'on apporte justement les gens de la diversité, les gens immigrants qu'on apporte au Québec. Donc, si tu es authentique et ça transparaît dans ton entreprise, comme admettons, moi, je fais des gâteaux, c'est pas des gâteaux québécois, c'est vraiment une fusion entre des gâteaux entiers et québécois. Et quand les Québécois ou d'autres nationalités le goûtent, ils voient la différence entre mon gâteau qui est plus dense que celui à l'épicerie. Donc, je pense que, même si que je suis dans les essentiels, étant donné que c'est la nourriture, mais moi, c'est plus festif. Je ne suis pas complètement essentielle, mais reste que on apporte tous une différence. Les gâteaux sont essentiels. Voilà, tu es mon client, c'est good. Les gâteaux sont essentiels. Je pense que ça, c'est une bonne fin de conversation parce que je suis tout à fait d'accord. Merci encore pour votre générosité pour les questions. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour les questions. On va prendre une mini pause de quelques secondes juste pour faire 1 minute, en fait, pour faire la transition pour aller à l'échange Troïka. Je vais vous donner quelques détails, mais je sais que les informations s'affichent actuellement pour décrire c'est quoi l'activité Troïka, au cours de laquelle Manuel ainsi que Tracy, moi-même aussi, je joue le jeu. Je vous disais en début, si vous étiez là au tout début, que c'est une nouveauté qu'on va tester en direct avec vous. Donc, soyez indulgents si jamais il y a peut-être quelques petits couacs. Mais on aura l'occasion de partager peut-être un enjeu actuel qu'on vit actuellement et sur lequel on aimerait solliciter nos panélistes présents aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute. On vous revient dans quelques secondes. On est dans la 3e et dernière partie de ce panel pour l'activité Troïka. L'information s'affiche à l'écran, mais on a compris que peut-être elle était trop pixelisée. Donc, je vais vous lire la description de cette activité. Tout d'abord, j'aimerais quand même souligner que ce panel est une présentation de Concentration Montréal ainsi que le bureau d'appui aux chambres de commerce de la diversité et remerciements spéciaux à nos partenaires qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Filaction Entreprendre ici ainsi que la Jeune Chambre de commerce de Montréal, dont je suis la présidente et porte-parole. L'activité Troïka, je vous l'ai présentée très rapidement en début de panel, Troïka Consulting en anglais, qui permet de recevoir des conseils, pistes de solutions pratiques de la part de ses pairs de façon rapide et dynamique. On va faire 3 rondes consécutives au cours de laquelle moi, Manuel, ainsi que Tracy, on va partager un enjeu actuel pour lequel on aimerait solliciter l'intelligence collective. Donc, on aimerait solliciter nos pairs. On va également accueillir les idées des autres et prendre le rôle de consultant afin de suggérer peut-être des solutions concrètes à ces enjeux actuels qu'on vit actuellement. Donc, merci à Tracy et à Manuel d'avoir accepté de jouer le jeu. Je ne sais pas qui veut commencer. Je sais que je devais commencer, mais je ne sais pas si un de vous voudrait commencer. On va te laisser commencer. On va me laisser commencer. Alors, c'est sûr qu'il y a pas mal d'enjeux dont je pourrais vous parler. Peut-être pour me mettre sur un pied d'égalité entrepreneuriale. Moi, ça fait 1 mois que je suis à la TD, mais ça fait 5 ans que je suis entrepreneur dans le domaine de la mode. Et j'ai un atelier pas très loin d'ici, à 3 coins de rue d'ailleurs. Et un des enjeux, effectivement, on a beaucoup parlé de modèle d'affaires, pivoter. J'ai lancé mon atelier, en fait, pour la petite histoire courte, le 29 février 2020, le nouvel espace création et événements. Donc, ce n'était pas vraiment la bonne date. Et je me rappelle de l'échange de Milder sur le voyage au Pérou qu'il planifiait. Moi, je suis partie au Brésil le 8 mars. Toutes les nouvelles disaient « c'est grave ce qui se passe », mais j'ai dit « non, vraiment pas, ça ne va pas m'atteindre, non, il n'y aura pas de problème, je vais revenir ». Donc, moi, c'était ouvrir l'atelier, partir en vacances, faire 2 semaines et revenir. Bref, je vous épargne les détails du retour express sous menace de mes parents. Mais ça a été effectivement très difficile de pivoter parce que c'était un espace d'événementiel et de création artisanale, donc pour proposer des accessoires de mode et de design. Donc, comment faire aujourd'hui, 4 mois plus tard, l'espace est encore là. On parlait de coûts fixes tout à l'heure. Les coûts fixes sont encore là, bel et bien là. Heureusement, pour moi, mes couturières étaient sur un modèle contractuel, un mode contractuel, donc ça, au moins, ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, comment faire pivoter un espace de création artistique artisanale et d'événementiel, de pop-up store. Donc ça, ce serait peut-être l'enjeu que j'aimerais soumettre à notre groupe aujourd'hui, parce que je sais que vous avez traversé une période
de pivot, crise, gestion de crise, changement de formule. Donc, voilà, je vous laisse me poser des questions, comme le veut la formule Troïka. Et après, peut-être aller solliciter vos ménages là-dessus. Est-ce que tu as eu peur? Tellement, oui, j'ai eu peur. En fait, peur, c'est un grand mot. En fait, je vais décortiquer peur. Oui, j'ai eu peur parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas pris la bonne décision d'ouvrir mon espace en février, parce que j'aurais pu l'ouvrir en décembre, mais j'ai voulu attendre le mois de l'histoire des Noirs. Je voulais attendre février pour faire en sorte que ça fasse plus de sens. Donc, il y avait comme une symbolique là-dedans aussi. Et je m'en suis voulu. Donc, la peur, oui, mais je me suis beaucoup plus voulu d'avoir attendu aussi longtemps. Donc, ça, c'était un véritable enjeu. Après, peur de la durée de cette crise-là. Donc, combien de temps je vais devoir assumer les coûts fixes sans rentrer d'argent. Donc, ça, c'est une peur, oui, mais moins que « Oh, qu'est-ce que je m'en veux d'avoir fait une stratégie événementielle et ne pas avoir été plus à l'écoute des nouvelles internationales. » Donc, oui. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que sur place, vous vendez des bijoux? Les gens louent leur espace pour vendre? En fait, on vend des articles, accessoires de mode. Pour l'aspect événementiel, c'est effectivement faire en sorte que les gens puissent venir sur place et faire des ateliers de co-création, donc créer leur propre matériel, créer leur trousse, donc faire des ateliers DIY, do it yourself. Donc, c'était ça la vision. Et aussi faire beaucoup plus ateliers d'événements parce que de parler, parce que moi j'utilise dans le cadre de mes créations le wax africain, donc un peu faire des ateliers sur l'histoire du wax, comment c'est créé, pourquoi c'est important. Donc c'était un peu ça qui, je pense dans le contexte actuel, étant donné qu'on aurait été des petits groupes, c'est encore possible, donc peut-être des groupes de 7 à 10 personnes, mais on est au premier étage. On n'a pas encore l'autorisation officielle de déconfiner et d'admettre des gens. Et bon, avec les jours qui passent, on pense que l'obligation de porter un masque pourrait faciliter les choses, effectivement. Mais mettons que je pense, je ne sais pas qui le disait, après avoir été entrepreneur un certain nombre d'années et courir après, je pense que la crise a aussi permis d'avoir une pause, puis une pause mentale aussi. Puis moi, j'en ai profité de cette pause mentale-là, de dire, je suis vraiment à court d'idées, là, je vois plus où ni comment faire. Depuis mars? Depuis mars. Il n'y a aucun événement, aucun truc. On a lancé une mini-collection de masques pour être, comme tu disais, présent sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. Est-ce que tu as un contrat à long terme un bail de location? 1 an, minimum. Et est-ce que tu as envisagé faire faillite? Non. Non? Non. Tu as pas du tout considéré. Non. OK. Non. Puis il n'y a pas la possibilité de faire tout le monde a fait le pivot, mais tu sais, la solution en ligne de donner des cours via Zoom, via peu importe. En fait, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a la possibilité, effectivement, j'ai exploré. J'avoue que je me suis mise dans une posture, j'ai pas envie de rajouter un nouveau Zoom, un nouveau catalogue de Zoom. Donc, ça m'a fait baisser un peu les bras. Par rapport à ça, je me suis dit, je pense que les gens sont beaucoup occupés, télétravail, Zoom, etc. Donc, si je leur propose encore un autre Zoom, oui, même si c'est festif un temps soit peu, est-ce que les gens vont embarquer? Mais toutes des questions qui durent depuis 4 mois. Parce que vendre les produits que vous faites, que ce soit les bijoux, en ligne. Le vendre en ligne aussi. Exact. Ça, mettons, ça, c'est la partie qui stresse le moins, dans le sens où faire en sorte que tout ce qu'il y a comme matériel, stock, peut être vendu en ligne. Il y a du gros stock, donc des gros paniers, c'est de la déco, c'est de la mode, donc des fois, les articles sont gros, mais je voulais beaucoup plus miser sur l'expérience de l'espace pour l'événement. Donc, c'est là où je me dis, la mission de départ ne va pas être transmise en ligne. Donc, c'est là où je me dis, Tu as négocié avec j'imagine que ton coût fixe le plus important, c'est
Le loyer. Le loyer, exact. Est-ce que tu as négocié avec tes landlords? Oui et non. Oui, on a négocié parce qu'on est plusieurs dans l'immeuble. En fait, c'est un immeuble d'artisans et d'artistes. Et la raison pour laquelle on ne pouvait pas négocier pour la réduction, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont sous-locataires. Et dans la mesure gouvernementale, il faut qu'ils auraient été propriétaires pour pouvoir nous autoriser une réduction. Donc, on a essayé. Hier encore, on était en négociation avec eux pour voir est-ce qu'il y a des ajustements. Il semble avoir une ouverture, mais on est 4 mois plus tard. Donc, voilà. Donc, des solutions, conseils, pratiques avant de passer à vous, vos enjeux, parce qu'on aimerait vous entendre aussi. Moi, je te dirais c'est la négociation toujours. Ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est quoi en anglais, on appelle le best agreement, best outcome to a non-negotiated solution. So, qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à une négociation? Ouais. Puis, par exemple, le worst case scenario. Oui, mais pour tout le monde. Donc, moi, ce que je dis normalement, c'est une négociation que j'ai entreprise avec des clients actuels pour les loyers, comme une dizaine de fois, c'est OK, mettons que ton locataire ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, faisons l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? Il va me mettre dehors. Est-ce qu'il peut te mettre dehors? Est-ce qu'il y a des tribunaux actuellement? Non. Est-ce que lui, il a une hypothèque? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux le savoir? Oui. Parce que c'est quoi les enjeux que l'autre personne est en train de vivre, avec qui tu négocies est en train de vivre? Donc, on a réussi à savoir que, oui, l'endroit loué était sous hypothèque. On a réussi à savoir que le locataire avait une offre de sa banque pour reporter le paiement. Donc, à un moment donné, quand les négociations ont été difficiles, on a dit, écoute, mets-nous dehors, mais avec la loi. Puis alors là, il est revenu 3 jours après, il nous a dit, bon, non, on va se calmer. Je dis, OK, parfait, on va se calmer parce que effectivement, si moi je perds, toi tu perds. Parce que tu ne vas pas le louer, ton local. Il va être vide pendant des mois. Oui, éventuellement, tu vas me mener en cours. Mais le temps que… Mais en plus, tu vas possiblement perdre. Alors, arrivons à quelque chose de négocié. Et il y a plein de choses. Est-ce qu'on paye tes intérêts? Est-ce que… Plein de choses dans la négociation. Absolument. Mais je retiens ça, effectivement, à la négociation, de voir ce que l'autre perd, ce que l'autre gagne. Moi, ce serait peut-être de… Je sais que c'est difficile parce que notre entreprise, c'est notre bébé, puis on est attaché, puis c'est jamais assez parfait, mais peut-être dans cette période de prendre un peu de recul, puis d'accepter de faire une autre variante, malgré que je sais que c'est important, l'expérience, le surplace, mais là, en ce moment, on peut pas, on ne sait pas pour combien de temps encore, puis il reste encore au moins 6 mois, peut-être à ton bail, minimum 1 an. Donc, au moins faire des alternatives pendant ce temps-là pour avoir un peu de revenus et l'utiliser quand même un peu pour faire, que ce soit une personne à la fois qui le loue, qui fait des ateliers via Zoom, puis elle peut essayer de quand même transmettre le message malgré que c'est pas en personne, mais de faire au moins le minimum. Oui, garder ça actif. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je sais que c'est difficile. Oui, effectivement. Peut-être de point de vue, quand nous on regarde au niveau des investissements, on essaie de regarder quel est le modèle de revenus. Quelles sont les différentes sources de revenus. Il faut se rendre à l'évidence que ça va prendre plus de temps avant de revenir à ce qui était avant. Normal. Puis même certains disent normal. Mais au-delà de ça, dire donc qu'il y en a des éléments sur lesquels on doit partir de modèles de revenus, peut-être soumettre l'emphase, puis de laisser à court terme, même s'ils sont intéressants, même s'ils sont celui qu'on tient à cœur, mais à un moment donné, il faut mettre du beurre de pinot dans les toasts. Donc, pour ça, il faut voir de où proviennent, dans quelle source de revenus, dans les différents éléments, on devrait mettre l'emphase de façon temporaire plus que… Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Tracy? Mon enjeu? Ton enjeu? Oui. On en a parlé un peu tantôt. C'est tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, surtout en ce moment. Avant même, je me demandais qu'est-ce qui était mieux, c'est d'avoir des sous-traitants, d'avoir des salariés. Souvent, les petites entreprises, on préfère sous-traiter pour pas justement avoir ce lien serré, puis pour pas avoir les déductions à la source, etc. Mais quand savoir
C'est quand le bon moment? C'est quand le bon moment, le bon moment d'en engager un premier, un deuxième. Donc, c'est toute cette question-là, puis comment gérer ses emplois. Oui, je le sais, Manuel, parce qu'on a une contrainte de temps et je n'ai pas vécu l'expérience, mais il nous disait au début avoir vécu l'expérience. Donc, c'est exactement, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Il y a une dizaine de compagnies d'amis à moi, on a à peu près tous la même taille, on se tient, tu sais, on partage des choses entre pairs normalement. Une des choses qu'ils m'ont appelé tout de suite, ils m'ont dit, Manuel, comment tu fais pour garder tes employés? Moi, je ne peux pas. Je dis, ben demande l'aide, cette aide. Ouais, mais je n'ai pas la masse salariale. Je dis, bien sûr, tu as 4 employés comme moi. Tu payes plus de 50 000 par année. Il me dit, ouais, ils ne sont pas sous. Puis là, ce que je dis souvent, puis ça, c'est aux entrepreneurs de la diversité, aux entrepreneurs immigrants, je leur demande, formalisez-vous le plus rapidement possible. Oui, ça fait du mal, les déductions à la sauce, mais c'est bon parce qu'on devient automatiquement, toutes les mesures de subvention, d'aide gouvernementale, etc., c'est les mêmes critères que les banques et les fonds d'investissement tiennent compte pour une entreprise. Donc, si vous pouvez le plus rapidement possible. Oui, je sais que ça fait mal, je sais qu'on a envie parce que tu as perdu du temps, puis tu as vraiment mangé des cannes de conserve pendant longtemps, puis là, tu as envie de manger bien, puis tu commences à avoir de l'argent. Moi, je vous dis, faites grandir en premier votre entreprise, puis après, vous faites grandir votre maison. Après, ça va être plus rapide après. Mais peut-être je mettrais une couche de plus dans ce que tu dis. En fait, c'est légèrement plus large. Oui, la formalisation, peut-être ça s'adresse à certains types d'entreprises, mais je dirais plutôt la structuration. La structuration, ça va au-delà de ça. Par exemple, si votre comptabilité, c'est une boîte de souliers que le comptable voit une fois par année, il y a un problème parce que les jours que tu viens me voir, je dis, c'est quoi tes revenus? Je pense que c'était entre ça et ça. OK, ça c'est une bonne réponse, mais exactement c'est combien? Si je pose la question, c'est quoi tes dépenses? Me semble c'est à peu près ça. OK, ça c'est une bonne réponse, mais concrètement c'est combien? Est-ce que tu fais des profits ou tu ne fais pas de profits? Ou tu es dans ton cash flow? Donc ça, je parle, oui, formalisation, mais c'est beaucoup les structurations. C'est la partie la plus plate, la plus difficile, la plus time-consuming. Mais si tu n'as pas ça, excuse-moi, que ce soit au niveau des programmes ou ce soit n'importe qui veut investir, il faut avoir un minimum d'informations. Pour ça, il faut se structurer un petit peu plus. Même pour avoir des partenaires, même pour vendre ta compagnie, pour avoir des prêts, pour tout, là, honnêtement, ça, c'est mon premier conseil, c'est non, n'envoyez pas votre comptabilité shoebox une fois c'est chaque 3 mois. Puis, faites-le. Il y a des solutions d'automatisation partout. Vous pouvez le faire en ligne. Il y a des logiciels québécois pas chers. Il y a Kiwili. Il y en a plein. Donc, oui, c'est la structuration, la formalisation des processus. L'autre affaire, je t'ai demandé pourquoi faire faillite. Mais la compagnie, c'est pas toi. Une chose qui est importante, c'est que moi, je veux savoir que je peux faire faillite, que ma compagnie peut faire faillite sans que moi, Manuel Ribeiro et ma famille en souffrent horriblement. Oui, bien sûr, il va falloir que soit je me trouve un autre travail, puis oui, je vais peut-être pas pouvoir ouvrir une autre compagnie, mais je suis capable de… C'est pas la même chose, la compagnie et la personne. Oui, tu peux la sortie de faire faillite. Écoutez, moi, au début, je ne parlais jamais des 2 faillites que j'ai eues quand j'étais très, très jeune. J'ai ouvert un restaurant. Puis après, j'ai ouvert une compagnie d'advertising. Puis je ne voulais jamais en parler parce que c'était comme… Puis les Latinos, je sais que la diversité, on a des structures similaires de pensée. On a peur de dire qu'on a échoué. Écoutez, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'échouer. Donc là, maintenant, je suis fier de pouvoir dire, j'ai ouvert un restaurant. Puis je sais que je ne vais pas ouvrir un restaurant. Là, maintenant, je le sais. Tu ne referas pas la même erreur 2 fois. Je vais peut-être investir dans un restaurant, mais moi, je ne vais pas lancer directeur. Je pense que c'est une bonne chose. Manuel, pendant que tu as la parole, ton enjeu à toi, est-ce que tu es ici, on a répondu, parce que je sais que c'était très précis par rapport à quand est-ce qu'on sait le moment de pouvoir embaucher à temps plein, effectivement. Dès que tu peux. Moi, je dirais dès que tu peux, que ça passe par, moi, c'est ce que j'avais compris aussi de la réponse de Manuel,
Puis c'est à base de la formalisation au départ, puis la structuration, comme Milder l'a dit, au quotidien, qui est un enjeu. Et comme Milder le dit, c'est, j'allais dire un pain in the ass, je ne peux pas dire ça, mais c'est, on se comprend. C'est ça. Puis en plus, il y a des aides pour embaucher du monde. Il y a le prime, il y a le programme d'emploi d'été, il y a plein de choses qu'on peut faire. Des stagiaires payés, mais des stagiaires qui vont apprendre. Puis tu donnes aussi, si tu as le goût de montrer comment faire, puis ça peut devenir, c'est un bassin de possibles cofondateurs éventuellement. Non, c'est ça. J'en ai 2 employés, mais depuis 2 ans, mais ils étaient sous-traitants jusqu'à 3 mois avant la pandémie. Donc, j'avais juste 11 000 de salaire en FC. Donc, c'est ça. C'était pas... Mais maintenant, je sais que le prochain, dès le début. Dès le début, dès que tu peux. Ouais. Manuel, un enjeu que je pense que l'enjeu pour moi, c'était vraiment, c'est le même, mais c'est le cash flow. Puis, ça fait du mal. C'est à la fin du mois, qu'est-ce que je fais? Je paye tous mes employés, je ne me paye pas. À la fin du mois, tu n'as plus d'argent dans le fond. Comment tu fais? Puis après, mesure subvention salariale pour les employés, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça prend du temps. Ça prend du temps à avoir. Donc, c'est du cash flow. Je sais que je vais avoir de l'argent, mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous pose la question. Je pense rapidement à plein de choses, mais je suis persuadée que tu as déjà pensé et qui ne sont peut-être pas les solutions les plus friendly, marge de crédit en attendant, le prêt, comment il s'appelle encore? C'est encore un prêt. Mais de ce que j'entends, il est assez rapide, à savoir à l'intérieur d'une semaine. Le 40 000, oui. Le CETA, que c'est CETA en anglais, mais je ne m'en rappelle plus en tout cas en français, le 40 000, exactement. Donc, il est assez rapide. Je dois te dire que sans le 40 000, je n'aurais pas pu payer, je ne serais pas ici. Là, ma compagnie serait fermée. Ah oui, quand même, donc ça aide concrètement. Ah, absolument. Eh bien, je suis contente d'entendre ça parce que j'entends beaucoup. En fait, je n'entends que ça pour ce 40 000-là. Là, on commence à penser comment on va le payer. Donc là, j'ai demandé à mon comptable de me faire un plan de paiement d'ici le 31 décembre 2021. Pour avoir le 10 000 de crédit. Puis là, il m'a montré combien je dois payer par mois. J'ai dit, pas maintenant, mais dès qu'on peut. Encore une fois, c'est dès qu'on peut dégager ce montant-là, on va le faire. On va commencer. Parce que ça va avec la durée de la pandémie, qu'on ne sait pas. Donc, l'après-COVID, on ne sait même pas quand il commence. Oui. J'ai déjà parlé aussi avec mes employés pour leur dire, en espagnol, on a un dicton qui dit « Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar ». Quand tu vois les barbes de ton voisin couper, mets les tiennes dans l'eau pour qu'elles soient moins dures. Donc, j'ai parlé avec mes employés, je leur ai dit « Si vous avez des opportunités ailleurs, commencez à les regarder. Parce que moi, je ne sais pas, éventuellement… Combien de temps ça va durer? Oui. Puis, j'ai tout de suite eu une de mes employées qui m'a dit « Manuel, moi, de toute manière, je voulais parler avec toi éventuellement d'ici décembre. » Je dis « C'est parfait. » Ah, mais c'est bon, c'est clair, c'est transparent. C'est bon, comme ça, tout le monde met les cartes sur table. D'autres commentaires, réactions par rapport à la situation de Manuel, qui est quand même très… Mais c'est, comme tu l'as demandé, c'est la peur, toi, que tu n'es pas stressé, justement, si… Tu vas faire faillite, le 40 000, on ne le rembourse pas? Non, mais honnêtement, je ne crois pas que je vais faire faillite. Je crois que je vais pouvoir rembourser. Ce que j'allais dire par rapport à la peur, c'est très difficile de faire, mais les bonnes décisions ne sont jamais prises sous l'influence des émotions. Donc, je te dirais, si tu as peur, ne prends pas de décision. Si tu as un sentiment de culpabilité, va le parler avec qui tu as le plus confiance. Puis une fois que tu as parlé, puis tu as plein, là, tu prends des décisions. Moi, j'essaie de ne pas prendre des décisions en… Effectivement, je pense que c'est un excellent conseil parce que quand je m'enferme dans ma honte de « Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas vu venir quelque chose? » C'est sûr que j'ai envie de parler à personne parce que je n'ai pas envie d'exposer le fait que j'ai fait une erreur. Donc là, je suis « Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. » Donc effectivement, je vais prendre en note définitivement parce qu'il faut aller au-delà de cette notion-là. Mais il faut vivre aussi la vie sans regret. Encore une fois, c'est facile, mais sans regret. Quand on prend des décisions,
parce que c'était la bonne décision à ce moment-là, en fonction des hommes à ce moment-là. Oui. Donc, si j'avais su que c'était d'autres choses, ben, j'aurais pris une autre décision. Donc, j'ai pris la bonne décision à ce moment-là. Alors, donc, ça, c'est vivre sans regret. Donc, moi, regarder en avant, mais qu'est-ce que la bonne décision à partir de maintenant? Parce que personne n'a une boule de cristal, puis les boules de cristal ne fonctionnent pas de toute façon. Alors, donc, c'est dire, ben, oui, j'ai pris une bonne décision à ce moment-là. Donc, pourquoi je dois avoir honte de quelque chose? Et puis, c'est à voir avec ta boussole morale. Si toi, tu sais que tu as pris la décision avec la bonne raison, puis tu ne te sens pas honteux de ce que tu as fait avec tes employés, avec tes fournisseurs, etc., tu ne dois pas avoir de regrets. Je suis complètement d'accord avec Linda. Ça fait mal, puis c'est difficile à faire. Mais on apprend. Puis, il y a pire. C'est juste un an. Oui, il y a pire. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas eu peur. C'est pourquoi je disais, je n'ai pas vraiment eu peur parce que je me disais, j'ai pris la décision, comme vous dites, je n'ai pas eu cette philosophie-là à ce moment-là, mais j'ai pris la décision clairement, sainement au moment où je l'ai prise. Je n'ai pas eu peur parce que je me dis, oh, c'est un an, je veux dire, on va se calmer, tu vas vivre. Mais effectivement, c'était le... Ouais, c'était beaucoup. J'aurais vendu là. On prend des risques puis on assume les... Oui, c'est ça, les conséquences. Exact. Bon, mais je pense que c'est un bon mot de la fin, mes amis. Merci beaucoup pour votre temps, vos échanges, pour l'activité de Troïka. J'espère que vous avez apprécié. C'était notre première fois avec Troïka. Je pense que ça s'est bien passé, en tout cas. On n'a pas respecté peut-être la séquence réelle des éléments de conseils, idées, solutions. Mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressors avec de bons conseils que je vous promets de mettre en œuvre. Je vous rappelle nos panélistes invités aujourd'hui pour cette activité qui a eu 3 gros blocs. Un premier bloc avec nos entrepreneurs, Tracy Perrault, qui est la fondatrice de Cuisine Veloutée, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Manuel Ribeiro également, qui est entrepreneur de Strateca International, qui est également le président de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, et qui a d'ailleurs une activité dont il veut vous faire part. Oui, le 22 juillet, on fait un webinaire à la Chambre de commerce et on va parler de tous ces enjeux-là, de comment faire face à la crise, de c'est quoi les meilleures pratiques. Parfait. Donc, et on a 2 packs, mais on a des formations qu'on va lancer bientôt. Donc, soyez à l'affût Soyez à l'affût si jamais ça vous intéresse de suivre les activités de la CLAC. Et Milder Villegas, qui est le directeur général de Filaction, que vous pouvez retrouver en ligne également, Filaction, et scruter les programmes qu'ils offrent pour éventuellement faire une demande de financement si jamais vous êtes dans les créneaux recherchés. Donc, je vous souhaite vraiment un bon début de soirée, une bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Concentration Montréal ainsi que le Bureau d'appui aux Chambres de commerce de la diversité d'avoir pensé à cette activité. Je vous rappelle mon nom, Déborah Cherenfant. Je suis la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci encore, Anne Palélis. Et à très bientôt, tout le monde.